La totalité des modèles mainstream font comme si on n'avait pas besoin de matière et d'énergie pour produire du PIB. Mais si vous y réfléchissez, le capital sans matière et sans énergie, c'est des idées. Est-ce qu'on est capable de substituer d'autres indicateurs au PIB pour orienter la politique publique? La réponse est oui. On pourrait très bien avoir toute une batterie d'indicateurs alternatifs qui tiendraient compte du niveau d'éducation de la population, de l'espérance de vie en bonne santé à la naissance, de l'empreinte écologique, des inégalités, etc., etc. On ne le fait toujours pas, bien que l'actuel président de la République se soit engagé à faire en sorte que les parlementaires puissent réfléchir au projet de loi de finances avec autre chose que le PIB. En réalité, on continue toujours de discuter le projet de loi de finances aujourd'hui uniquement avec les conséquences en termes de PIB des différentes décisions que les parlementaires pourraient prendre. C'est compliqué au niveau international parce qu'il faudrait qu'on se coordonne pour que, disons, au moins les pays du G20 passent tous du PIB à un indicateur alternatif qui serait le même pour tout le monde, de manière qu'on puisse continuer à se livrer à notre petit jeu favori qui est de nous comparer avec nos voisins. Donc là, il y a un problème de coordination qui est compliqué. A-t-on vraiment besoin de la croissance du PIB pour assurer les services publics? C'est un argument qui est souvent repris dans la mesure où on dit la croissance du PIB, c'est ça qui fait les assiettes fiscales. Les assiettes fiscales, c'est ce qui vont faire les recettes fiscales. Les recettes fiscales, c'est ce qui va alimenter le budget de l'État et qui va donc permettre à l'État de financer les services publics. Si vous réduisez l'assiette fiscale, vous réduisez les recettes et donc vous réduisez la possibilité de dépenses publiques. Cet argument-là est faux. Il n'est pas juste. Ce dont on a véritablement besoin, c'est que l'État puisse financer ses dépenses publiques. Or, il a différentes manières de les financer, notamment la création monétaire. En fait, on a privé les États en zone euro du pouvoir de création monétaire en réservant la création monétaire au monopole de la Banque centrale européenne et en interdisant à la Banque centrale européenne de prêter directement aux États. Voilà. Donc en réalité, il y a bien d'autres manières de faire. Ça suppose évidemment une révision des traités européens, notamment l'article 123 du traité fondamental de l'Union européenne. Mais en tout cas, ça montre que une économie post-croissance est tout à fait envisageable. L'économie mainstream aujourd'hui est devenue une espèce de religion parce qu'elle a très peu, sinon aucun fondement scientifique et qu'elle débouche toujours sur ce qu'on appelle dans le jargon de l'homélie chrétienne, elle débouche toujours sur la parénèse, c'est-à-dire l'idée qu'on donne des injonctions moralisantes aux gens. On leur dit, voilà, il faudrait que vous fassiez ci, par exemple, il faudrait que vous travailliez davantage en gagnant moins. Bon. Si vous écoutez un peu les discours des économistes mainstream, en fait, c'est des mauvaises homélies dominicales, la plupart d'entre elles, parce qu'elles n'ont pas de fondement scientifique. Alors, ça permet d'agiter un mantra qui est le PIB et de dire, oh là là, en fait, on ne sait pas pourquoi il augmente, mais il faut absolument qu'il augmente. Donc, on pense qu'il va falloir que vous fassiez ceci. Par exemple, il faut liquider la sécurité sociale. Il faut liquider nos retraites. Il faut diminuer les allocations de chômage. Il faut surtout pas diminuer le temps de travail par semaine. Oui. Or, ceci n'est pas lié à l'augmentation du PIB, parce qu'en réalité, on ne sait pas si ça va augmenter le PIB. C'est un petit peu, si vous voulez, comme les oracles dans l'Empire romain, c'est-à-dire ils faisaient des opérations plus ou moins magiques. Alors, par exemple, ils regardaient les oiseaux passer dans le ciel, et suivant la manière dont les oiseaux passaient, ils prédisaient que telle ou telle chose allait arriver. Nos économistes font quelque chose qui n'est pas très éloigné de ça, et ça permet de justifier des politiques publiques qui, ça ne nous aura pas échappé, sont toujours les mêmes. Toujours flexibiliser davantage le marché du travail, ouvrir les frontières, disons, au laisser-faire et au laisser-passer, et réduire les dépenses publiques. Au milieu de ceci, il y a quand même quelque chose d'institutionnellement très fort qui va au-delà de la rhétorique, qui est le pouvoir considérable qu'on a donné aux marchés financiers, puisque ce sont les marchés financiers aujourd'hui qui contrôlent le type de politique publique qu'on peut mettre en œuvre, puisque ce sont eux qui décident si on va financer ou non la dette publique d'un pays, puisque les pays dans la zone euro, en tout cas aujourd'hui, sont contraints de se financer auprès des marchés financiers. Cette religion pourrait être inoffensive si elle n'était pas accompagnée de décisions institutionnelles extrêmement puissantes. Il faut sacrifier notre jeunesse, par exemple, pour le bien-être des marchés financiers, et c'est exactement ce qu'on a fait pendant la pandémie. Vous avez remarqué qu'on a sacrifié la jeune génération pendant la pandémie et que les marchés financiers ne se sont jamais aussi bien portés qu'aujourd'hui.